CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Bonsoir à tous, on se retrouve dans CRIF Mag ce soir. Comme invité en première partie, j'aurai la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendaillon, qui viendra vous présenter ses bons vœux à l'occasion des fêtes de Ticherie. Seconde partie, rue des Reichstadt. Fabienne Bendaillon, bonsoir. On se retrouve pour l'émission du CRIF Marseille-Provence, CRIF Mag. Bienvenue dans votre émission. Merci. Vous êtes la présidente, je le rappelle à nos auditeurs et auditrices du CRIF Marseille-Provence. Alors on se retrouve, nous sommes à la veille des fêtes de Ticherie et notamment de Rosh Hashanah, cette fameuse tête de l'année. On va vous demander bien évidemment dans un second temps, vous allez présenter vos vœux à la communauté, mais avant, il y a une actualité quand même chargée dans la communauté, chargée au sein du CRIF Marseille-Provence et une actualité pas très joyeuse, je dois dire, en ce moment malheureusement, mais apparemment c'est peut-être un peu le lot des Juifs en ce moment, puisque le 7 octobre, 2024, sincèrement, je ne sais pas si on peut dire commémoration, je ne sais pas comment qualifier ce qui va se passer un an après le massacre du 7 octobre. Et bien évidemment, le CRIF Marseille-Provence, aux côtés d'autres institutions, se mobilise pour le 7 octobre. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Actualité douloureuse, effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre. Ça fait un an que la douleur ne nous quitte pas. Ça fait un an que l'espoir aussi ne nous quitte pas. On pense évidemment à toutes ces familles meurtries, on pense aux otages, on pense à la douleur de ceux qui espèrent et qui attendent effectivement le retour des êtres chers. Donc on est dans une période en réalité depuis un an qui finalement n'évince pas la douleur au lendemain du 7 octobre. Je crois que le terme idoine pour les cérémonies qui sont en train de se préparer, c'est effectivement des commémorations. Mais pas seulement, parce qu'au-delà de la commémoration, pour rendre hommage à toutes les victimes du pogrom du 7 octobre, on a aussi la volonté effectivement de se mobiliser encore à nouveau et concernant la libération des otages. Donc on a pris effectivement la décision de faire une démonstration d'unité, de solidarité, et c'est la raison pour laquelle le CRIF Marseille-Provence, avec le consistoire, le FSJU, le consistoire régional, toutes les associations, les collectifs, nous avons décidé effectivement d'organiser deux événements qui seront des événements marquants pour malheureusement commémorer ce triste anniversaire du 7 octobre. Donc il y aura deux étapes dans ces commémorations. La première étape, ça sera une soirée de recueillement, de prière, qui sera organisée à la Grande Synagogue Breteuil, donc le 6 à partir de 18h. Et puis le 7, nous partirons de la place du Général de Gaulle. Le rendez-vous est donné à 18h pour ensuite organiser un grand rassemblement à partir de 19h devant le Palais de Justice. Alors justement, quand on parle du 7 octobre, c'est vrai que nous, en diaspora, on va toutes, j'imagine que dans le monde entier, les Juifs se regrouperont et feront et marqueront la chose, mais on dit que les Israéliens, souvent, quand on les entend parler, eux disent qu'ils sont encore au 7 octobre là-bas. Oui, tout à fait. Encore une fois, je crois que Israël a vécu un traumatisme, c'est du jamais vu dans l'histoire d'Israël, ce qui s'est produit le 7 octobre. Ça a été des assassinats, des viols. Ce pogrom du 7 octobre, je crois, effectivement, a marqué le cœur et les esprits des Israéliens. Et je pense que la société israélienne va avoir beaucoup de mal à se relever de cette tragédie du 7 octobre, mais j'ai envie de dire le peuple juif dans son ensemble. C'est pas que la société israélienne qui a été meurtrie. On sait que ce qui s'est produit le 7 octobre, ça a été fait à l'encontre des Juifs, une volonté de destruction du peuple juif, israélien bien sûr, mais pas seulement. Toutes les communautés ont été visées. Je rappelle qu'on a différentes nationalités. On a eu des Français qui ont été victimes du pogrom du 7 octobre. Et puis ce qu'on oublie souvent aussi de rappeler, c'est que le peuple juif était visé, mais malheureusement les terroristes barbares du Hamas n'ont épargné personne. Et donc on a aussi toutes les religions qui malheureusement ont été visées aussi le 7 octobre. Alors justement, et avant de
parler de l'actualité internationale à court terme, quoi, récente, il est vrai que, et beaucoup ont tendance à l'oublier, que suite au massacre du 7 octobre, eh bien, on a vu où on pouvait attendre une espèce de compassion, de compréhension, dirons-nous, entre guillemets, au lendemain du 7 octobre face à cette tuerie de masse, hein, cette intention génocidaire, on peut le dire, hein. On a vu en revanche un déchaînement de haine. Et on peut se demander finalement si tout ceci n'était pas qu'un prétexte, et que finalement l'antisémitisme c'est quelque chose de normal, et qu'il y a des moments de calme où ça se calme et d'autres où ça explose. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur tout ça. Écoutez, je crois que en réalité les faits sont têtus, et là en l'espèce les faits témoignent effectivement que cette flambée des actes antisémites, elle est survenue au lendemain du 7 octobre. Donc il y a bien la démonstration qu'en réalité il y avait cet antisémitisme qui était là, présent, latent, et qu'il attendait qu'une étincelle finalement pour se révéler. Et ce qui s'est passé dans le monde entier, en France bien sûr, mais dans le monde entier, sur cette flambée des actes antisémites qui s'est révélée, témoigne effectivement de fractures profondes et d'un antisémitisme qui est bien présent, qui est bien ancré dans les mœurs, dans les mentalités, et c'est intéressant effectivement d'observer que finalement cet antisémitisme-là qui s'est révélé n'a pas attendu la riposte de l'armée israélienne, parce que effectivement dans le conflit qu'on connaît et dans les circonstances qu'on connaît, bien souvent on a décrit effectivement cette vindicte, cette haine vis-à-vis de l'État d'Israël, cet antisionisme qui finalement se transforme en antisémitisme d'atmosphère du quotidien pour la population juive. Eh bien cela est intervenu immédiatement au lendemain du 7 octobre, alors que l'armée israélienne n'avait pas encore abordé sa riposte. Donc il y a bien effectivement la démonstration que cet antisémitisme-là, bien que on a essayé de le combattre, notamment depuis la Shoah, au travers de différentes actions qui ont été menées sur la transmission, la mémoire, l'éducation, eh bien on n'est pas arrivé à bout de cet antisémitisme-là. Alors justement, en parlant d'actualité internationale plus récente, sans vous demander de commenter, parce que peut-être vous ne pouvez pas le faire, mais en revanche, on a vu donc ce week-end Israël bombarder, on va dire, à faire des bombardements ciblés sur des chefs terroristes, et notamment sur Nasrallah. Alors les réactions dans le monde ont été, on va dire, diverses et variées. En revanche, moi j'ai remarqué dans les médias en France que c'est un peu compliqué de le considérer comme un terroriste, cet homme. Oui, effectivement, je pense notamment aux publications qui ont été faites par l'odieux journal du Monde, où on présente effectivement Nasrallah comme un chef charismatique. C'est absolument honteux, c'est absolument détestable. Je crois effectivement que, si on parle effectivement des médias français, je crois que certains ont oublié que le Hezbollah était responsable effectivement de la mort d'un certain nombre de civils et aussi de militaires, notamment je pense en 1983, les parachutistes qui ont été tués suite à une attaque du Hezbollah. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui il y a une confusion qui est alimentée par certains détracteurs, sous prétexte effectivement que ça concerne Israël et qu'il faut absolument considérer les attaques ciblées, et vous l'avez souligné à juste titre, de l'armée israélienne à l'encontre des terroristes, des chefs du terrorisme comme effectivement Nasrallah. Eh bien on oublie parfois que c'est le combat finalement du monde libre contre l'obscurantisme, c'est le combat d'une démocratie face à des organisations terroristes, et je crois effectivement que Israël aujourd'hui fait le sale boulot, et qu'on devrait au contraire saluer tous les efforts qui sont entrepris par Israël aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme qui frappe, encore une fois, il faut le rappeler, pas seulement en Israël, mais partout dans le monde. Je crois que c'est un combat qui devrait être mené par toutes les démocraties dignes de ce nom, et qu'un soutien devrait être manifesté vis-à-vis de ce que fait aujourd'hui Israël. Alors,
Évidemment, cela n'enlève rien à la douleur face aux victimes civiles dans ce combat qui est mené aujourd'hui contre le terrorisme. Malheureusement, dans toutes les guerres, il y a des victimes civiles. C'est à déplorer naturellement. Une vie vaut une vie. Il n'y a pas de débat de ce point de vue-là. Évidemment que on partage la douleur de ces familles qui sont meurtries dans le cadre de ces conflits. Mais je crois effectivement que les médias, les politiques devraient se rappeler que ce combat aujourd'hui qui est mené par Israël est un combat, encore une fois, contre le terrorisme. Alors Fabienne Vendaillan, on va revenir sur l'actualité maintenant du CRIF Marseille-Provence avec outre cette grande marche donc du 7 octobre, ce rassemblement et on donnera après les détails techniques. Je crois que ça part de la place Charles de Gaulle pour arriver à la préfecture à 18h, c'est ça Palais de justice, pas Palais de justice, pardon. Et c'est à 18h parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent. Je pense que les gens se mobiliseront, ont envie de se mobiliser. Nous, on a des appels, on entend autour de soi demander mais qu'est-ce qui se passe le 7 octobre, où est-ce qu'on doit partir, démarrer, etc. Parce qu'il y a un réel aussi traumatisme des communautés juives en diaspora. Mais donc, outre tout ça, on revient aussi sur oui, allez-y, en fait, je pense que c'est important de rappeler qu'effectivement, on attend que la communauté juive se mobilise à l'occasion de ces cérémonies. Mais j'appelle de mes vœux à ce que vraiment les citoyens de la région, tous les citoyens, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines, soient présents à l'occasion de ces commémorations. Encore une fois, cette commémoration, c'est un hommage à des victimes d'un pogrom. C'est un appel à la libération de personnes, d'hommes, de femmes, de personnes âgées, de bébés qui sont détenus dans des conditions indicibles par une organisation terroriste. Il n'y a pas de sujet clivant. Il n'y a pas lieu effectivement à se poser la question de savoir si notre place elle est dans ce rassemblement ou pas, quelles que soient nos convictions politiques, religieuses, peu importe. Tous les citoyens, vraiment tous les citoyens doivent se mobiliser pour être présents à ces commémorations. Alors, à côté de ça, il y a aussi ce que je dirais les gros blocs du CRIF qui vont bien évidemment avoir lieu, notamment le dîner du CRIF qui, si je ne m'abuse, est en préparation pour la fin de l'année. Il a été beaucoup de fois décalé. Bon, il y a eu beaucoup d'événements, notamment actualité internationale. Puis en juin, quand vous vouliez le faire, boum, dissolution de l'Assemblée nationale. Exact. Donc là, on le prévoit, on se donne un peu plus de marge, on attend fin décembre. Ouais, enfin vous l'avez rappelé, effectivement, on a été contraint à regret d'annuler par 2 fois ce dîner du CRIF en raison effectivement des attaques du 7 octobre de première part, et ensuite le dîner du CRIF était fixé le 24 juin. On a eu vous y étiez presque là. On y était presque, mais non, le président de la République en a décidé autrement, peut-être du sabotage, hein, Marseille-Provence, on ne sait pas, mais oui, donc effectivement obligé de reporter à nouveau ce dîner, et on attendait du coup la constitution du gouvernement, la désignation du ministre de l'Intérieur qui est de coutume notre invité d'honneur à l'occasion du dîner. Donc on se projette sur un dîner du CRIF qui devrait se tenir, on l'espère, dans les 2 premières semaines de décembre, avant les vacances scolaires. Mais tout cela, bien évidemment, est conditionné à l'agenda du ministre. Donc on attend effectivement la réponse. C'est pour ça que vous parlez au conditionnel. Aussi alors on en a beaucoup parlé, le CRIF Marseille-Provence est divisé en diverses commissions, mémoire, beaucoup d'autres que je les connais pas toutes, et il y en a une qui est la commission Israël, qui a une actualité elle aussi, qui prévoit une conférence, c'est ça? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de permettre effectivement à ces différentes commissions d'être actives, de faire vivre. Alors, juste avant d'aborder l'actualité de la commission Israël, je veux quand même souligner, concernant la commission mémoire, que très prochainement, nous allons signer la convention de partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille. Et vous savez, cette convention existe déjà depuis un certain nombre d'années. Elle arrivait à échéance au mois de juin. Nous devions la signer d'ailleurs à l'occasion du dîner du CRIF. Nous allons la signer là dans les prochains jours. Et on aura à l'occasion de la signature une annonce importante à faire que je vous donne en avant-première, puisqu'on est sur CRIF Mag. Ah ben quand même, tant qu'à faire. Jusqu'à maintenant, cette convention, elle était axée essentiellement sur l'aspect mémoriel. Donc on a organisé un certain nombre d'actions autour du voyage de la mémoire, du concours de la BD, l'organisation
l'organisation de la journée du 27 janvier, journée des génocides au sein des établissements scolaires. Et le précédent recteur qui était Monsieur Beignet, avec lequel j'avais échangé, je lui avais demandé justement, donc au lendemain des attaques du 7 octobre, et confronté à cette montée des actes antisémites, que cette commission puisse aussi intervenir dans les établissements scolaires sur l'axe de l'antisémitisme. Donc elle a évolué. Donc elle a évolué et on va organiser donc chaque année un concours d'éloquence qui sera effectivement axé sur la lutte contre l'antisémitisme, avec, on l'espère, en partenariat l'ordre des avocats, le parquet, les magistrats. Voilà, donc c'était important de le rappeler. Et s'agissant de la commission Israël, l'enjeu effectivement c'est d'organiser une grande conférence sur les enjeux géopolitiques compte tenu de la situation actuelle au Proche-Orient, mesurer aussi les conséquences sur le plan européen, quid de l'Israël de demain, quid des communautés juives en France, en Europe et dans le monde. Donc là aussi, c'est en cours de construction. Michel Teboul, notre remarquable ancienne présidente du CRIF, est en charge. Elle est aux commandes. Elle est aux commandes, oui, tout à fait. Alors Fabienne, on arrive au terme de cette interview. Je le disais en début, nous sommes à la veille des fêtes de Tishri, des fêtes et notamment on démarre par Rosh Hashanah, la tête de l'année. Donc je vous laisse présenter vos vœux à nos auditeurs et auditrices. Pas facile. Très honnêtement, c'est pas facile d'avoir à présenter les vœux à la communauté dans un contexte qu'on a rappelé là depuis les quelques minutes que nous avons partagées ensemble, parce que je sais la douleur, encore une fois, qui est vive dans nos cœurs et dans les foyers de la communauté. Mais j'ai envie de partager avec vous un message d'espoir. Évidemment, souhaiter à la communauté de magnifiques fêtes de Tishri, entourées de la famille, entourées des amis, des fêtes qui puissent être l'occasion effectivement de se rassembler, de se réunir, parce que c'est cette notion d'unité-là qui doit nous animer, nous, peuple juif. Et je crois que on a un devoir, en même temps qu'Israël a le devoir de se défendre, nous on a un devoir qui est celui de porter ce message d'espoir, de résilience, qui est tellement caractéristique du peuple juif. Donc je souhaite vraiment de tout cœur que la lumière éclaire les foyers de l'ensemble de la communauté juive de Marseille, de la région et encore plus largement, pour que ces fêtes soient, le début de quelque chose de renouveau, qu'on puisse effectivement célébrer d'abord la paix, avant toute chose, en Israël, qu'on puisse célébrer aussi la libération de nos otages. Je crois que ça fera partie des prières qui ne nous quitteront pas à l'occasion de ces fêtes. Il faut espérer avec l'aide de Dieu qu'on puisse célébrer cette libération, célébrer la libération du peuple juif de tout cet antisémitisme-là, de toutes ces divisions, de toutes ces fractures, pour que demain nous puissions vivre notre judaïsme de manière totalement apaisée, encore une fois dans l'unité, la solidarité et avec les valeurs qui animent le peuple juif. Vous savez ce qu'on dit, que nous les juifs resterons joyeux et de façon très insolente en plus. Exact. Je vous remercie Fabienne Mendayan. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la présidente du CRIF Marseille-Provence. Bonne fête de Tishri à tous et on se retrouve dans 15 jours. Au revoir. Au revoir. Rudy Reichstadt, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Vous êtes politologue, écrivain, journaliste. Vous avez et vous travaillez sur le thème des théories du complot. Et c'est bien pour ça, puisque vous êtes connu pour avoir créé le site internet Conspiracy Watch en 2007. Comment allez-vous, Rudy ? Écoutez, ça va. Une année. Va dans une situation un peu chaotique sur tous les fronts, puisque on est singulièrement depuis le 7 octobre dernier assailli par une désinformation extrêmement torrentielle et doublée d'une haine en ligne, d'une recrudescence de l'antisémitisme qui vous a évidemment pas échappé. Et donc on est vraiment en première ligne face à tout ça. Justement, j'allais vous demander, puisqu'on sait que vous avez une approche démocratique et journalistique, et bien dans votre travail, de recherche finalement de la vérité, puisque vous passez vos nuits et vos journées à rechercher la vérité et à rétablir la vérité. Vous y arrivez ou pas en ce moment où c'est très très compliqué ? Ça, je ne sais pas si c'est à nous de le dire, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on tend. On essaye de le faire, c'est-à-dire d'être soucieux des faits, d'être soucieux pour d'eux, puisque les gens
sur lesquels on produit des analyses critiques ne le sont pas scrupuleux sur les faits précisément. Donc toujours revenir aux faits, faire un travail journalistique serré, et puis faire un travail d'analyse critique intransigeant, parce qu'on estime que le complotisme et au-delà le négationnisme, le révisionnisme historique, tout cela nuit à notre capacité à continuer à vivre en démocratie, déréalise les vrais problèmes, nous détourne des urgences qui sont les nôtres collectivement, et finalement crée de la polarisation et des sociétés divisées en deux camps, qui se regardent un peu en chien de faïence, qui ne se parlent plus, qui n'arrivent plus à se comprendre et qui ne vivent plus dans la même réalité. Et s'ils ne vivent plus dans la même réalité, alors ils sont condamnés à s'affronter brutalement, violemment, plutôt qu'à trancher leurs désaccords par le dialogue. Donc c'est ça qui est en jeu dans notre travail, même si on ne fait qu'y contribuer avec notre petite échelle et avec nos maigres moyens, mais voilà. Alors en début d'année 2024 est paru un livre, Histoire politique de l'antisémitisme en France, de 1967 à nos jours, chez Robert Laffont, que nos auditeurs peuvent se procurer. C'est entre autres sous votre direction, et on y parle de la place de l'antisémitisme dans la vie politique française. Comment vous l'analysez, cette place de l'antisémitisme dans la vie politique française ? En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est un livre sur la manière dont les grands courants politiques français sous la Ve République se sont positionnés face à la question de l'antisémitisme. Ils se positionnent pas tous mal par rapport à cette question. Certains en font un vrai cheval de bataille, considèrent que c'est un problème, que l'antisémitisme c'est le problème de tous en République, et c'est tant mieux. Et puis d'autres courants politiques ont été tentés par le discours antisémite très ouvertement, ou bien par des facilités, c'est-à-dire d'accepter l'antisémitisme en expliquant que ça n'en est pas, en refusant de travailler dessus, et en envisageant un peu l'antisémitisme comme un impensé. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui à la gauche de la gauche, à la LFI par exemple, qui se défend tout antisémitisme et qui en réalité fait de l'antisémitisme comme M. Jourdain fait de la prose. Et puis évidemment un courant d'extrême droite qui est très marqué par cette tradition antisémite qui depuis au moins l'affaire Dreyfus est constitutive de son identité, et qui évolue ce courant d'extrême droite qui fait passer ces discours-là au second plan et qui tend même à passer aujourd'hui pour le meilleur protecteur des Juifs en France. Donc voilà, c'est toute cette complexité-là qu'on a essayé de restituer à travers ce livre. Il ne s'agit pas évidemment uniquement de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, c'est vraiment tous les partis, tous les courants politiques français qui sont concernés, y compris même le mouvement des Gilets jaunes. Mais en interrogeant cette question d'antisémitisme et du rapport à l'antisémitisme, en réalité, on parle de la France, des Français, et puis d'une question qui n'est pas auxiliaire, qui ne concerne pas que les Juifs. Ça, je crois que c'est important de le dire. Ça concerne fondamentalement la démocratie. Alors Rudi Reichstag, dans votre travail, bien évidemment, vous nous décryptez, je dirais même vous rétablissez, je l'ai dit tout à l'heure, la vérité, nous essayez de comprendre l'information détournant les fameuses théories complotistes, les mensonges, etc. On a vu apparaître dans le cadre, après le 7 octobre, de la montée de cet antisémitisme, et ça a été pas évident au démarrage pour beaucoup de gens de le comprendre, qu'à l'intérieur s'insinuaient aussi des tentatives de déstabilisation étrangère. On l'a vu apparaître avec ces fameuses Meghan David bleues, les mains ensanglantées, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu, parce que vous travaillez aussi dans ça, et j'imagine que vous avez été alerté dès le démarrage et avez compris qu'il y avait quelque chose autre aussi qui se passait. Oui, alors typiquement ces deux exemples-là, c'était des affaires très atypiques. Et donc dès le début, on s'est dit, c'est quand même étrange, il faut qu'on essaie d'en savoir plus. Et l'enquête a montré assez rapidement l'implication de Moldaves, dont on comprend ensuite qu'ils travaillaient plus ou moins en lien, même plutôt plus en lien avec la Russie, et que finalement tout cela, ces deux exemples-là que vous citez, ce sont des exemples de déstabilisation très probablement pilotés, programmés, initiés, orchestrés depuis la Russie. Parce que le régime de Vladimir Poutine se livre aussi à une guerre psychologique, à une guerre de l'influence, et faire cela, ce type d'opération, c'est aussi souffler sur les braises, sur les dissensions qui existent dans nos sociétés. Voilà, donc il est important de distinguer ce genre d'opérations qui ont une dimension antisémite indéniable. On joue avec des symboles et on le fait de manière très irresponsable pour vraiment fracturer la confiance qu'on peut avoir dans notre société les uns envers les autres, mais il faut distinguer ça
des attaques antisémites, de la libération de la parole antisémite à laquelle on assiste depuis le 7 octobre, avec tout un matériel indissolublement antisioniste, radical et antisémite qui a acquis une force de traction assez phénoménale, c'est-à-dire qu'elle est sortie de la confidentialité dans laquelle elle était relativement, si vous voulez. Aujourd'hui, lutter contre l'antisémitisme en ligne, c'est se faire traiter de génocidaire ou de complice des génocidaires. Ça nous arrive tous les jours. Alors c'est pas notre rôle, on se prononce pas sur ce qui se passe en Israël, au Proche-Orient, c'est pas notre sujet. Mais juste le fait de rétablir les faits, d'expliquer, d'appeler un chat, d'expliquer que tel contenu relève d'un discours antisémite, ça nous place, en tout cas pour certains, dans le camp de ceux qui approuveraient un génocide, vous voyez, les mots qui sont utilisés, contre les Palestiniens, contre les Gazaouis, etc. Donc c'est très âpre comme combat intellectuel, mais il faut le mener. Rudi Reichstadt, vous le disiez il y a quelques instants, donc vous travaillez beaucoup sur la haine en ligne, les complots sur les réseaux sociaux. Je serais tentée de vous demander, vous dénoncez, il y a des plateformes qui ont été créées pour dénoncer, pour aussi déposer plainte. Si vous le savez ou pas, est-ce que vous pensez qu'il y a, puisque je disais tout à l'heure que c'est en 2007 que vous avez créé votre site, est-ce que vous remarquez depuis que finalement il y a une prise en compte des autorités dans le cadre de sanctions juridiques, etc. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas du tout? Est-ce que ça évolue? Où on en est? Quel est l'intérêt finalement de tout ça? Écoutez, on a un dispositif légal qui n'est pas adapté en réalité à ce qu'on vit. Les tentatives de l'adapter, c'est notamment un texte au niveau européen qui s'appelle le DSA, le Digital Services Act, qui est en vigueur depuis le mois d'août 2023, donc depuis plus d'un an, et qui aujourd'hui, au moment où on parle, en septembre 2024, n'a toujours produit aucun effet. Aucun. En termes de sanctions notamment, puisqu'il prévoit jusqu'à 6% d'amende, une amende allant pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires d'une plateforme qui ne respecterait pas ses obligations. Or, des plateformes qui ne respectent pas leurs obligations, il y en a, on les connaît, il y en a une singulièrement, c'est X, le nouveau nom de Twitter, depuis son rachat par Elon Musk, et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à tordre le poignet de ces plateformes, pour plusieurs raisons probablement. Cette pusillanimité, je pense qu'il faut la chercher aussi dans des législateurs, des légistes qui veulent sauver la démocratie, très sincèrement, mais qui rechignent à utiliser des méthodes coercitives. Alors je crois qu'il faut franchir ce pas et dire, voilà, si on autorise en ligne des choses qui sont pourtant interdites hors ligne, eh bien on n'est pas cohérent d'abord, mais surtout on nuit ultimement à notre capacité à continuer à vivre en démocratie, parce que il faut bien se rendre compte de la toxicité extrême de ce qui circule hors de contrôle sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est absolument délétère. Donc, le Brésil a suspendu X, par exemple, dans son pays. Nous, la France, nous avons arrêté à un moment Pavel Durov, le patron de la plateforme Telegram, parce que là aussi, il respectait pas ses obligations. Donc peut-être il commence à y avoir un tournant des démocraties qui prennent réellement en main ces sujets-là. Mais mon avis personnel, c'est que tout ça est encore trop lent, qu'il y a une force d'inertie très très grande, et que pendant ce temps, les grandes entreprises de Silicon Valley, si vous voulez, elles sont beaucoup plus agiles, elles vont beaucoup plus vite, et la technologie elle-même va beaucoup plus vite. Regardez ce qui s'est passé avec l'IA générative, l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, etc. En 2 ans, même pas 2 ans, on a changé de monde. Aujourd'hui, n'importe qui, quasiment gratuitement, peut générer une image qui n'existe pas sur n'importe quel événement, et vous savez à quel point l'image, le visuel, c'est important pour se représenter les choses, etc. Quand l'image manque, aujourd'hui on peut la créer. Donc voilà, je trouve qu'on a un problème d'inadéquation de la réponse légale et démocratique à ce qui est en train de se passer. Et Dieu sait qu'il y aurait beaucoup de choses à faire et qui sont sur la table, des propositions qui sont sur la table pour responsabiliser les plateformes, mais aussi les particuliers, pas seulement les plateformes. Il ne faut pas non plus négliger la responsabilité des internautes eux-mêmes, des utilisateurs eux-mêmes. Voilà. Rudi Reichstadt, juste avant de se quitter, une dernière question. On a tous affaire dans nos familles, dans ce qu'on côtoie, à la jeunesse, à notre jeunesse, qui est accro aux réseaux sociaux, à tout. Quels seraient les petits tuyaux, des petites recettes à avoir pour éviter de tomber dans des pièges grossiers et prendre des choses fausses pour des choses vraies?
pense que la première des choses, c'est d'interroger non pas tant le contenu, mais l'émetteur, la source. C'est-à-dire que si l'on n'est pas sûr de la source, de la fiabilité de la source, eh bien, il faut considérer que ce qu'on nous dit là est quasiment nul et non avenu. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que ce n'est pas confirmé par une source fiable, il faut considérer par défaut, présumer par défaut, qu'on est face à un message qui ne présente pas toutes les garanties d'authenticité possibles. Donc je crois que la responsabilité de chaque citoyen, c'est déjà de s'informer à des sources fiables et pas à des sources frelatées. C'est exactement comme quand vous mangez ou quand vous buvez de l'eau, hein, vous évitez de boire ou de manger ou de consommer quelque chose qui va vous empoisonner. Donc ça, c'est la responsabilité première de chacun de nous. Et ensuite, je crois que, si vous voulez, il faut se méfier de ce dont on a envie de croire. Il y a un nombre de messages absolument colossal qui circulent tous les jours. C'est très facile de s'enfermer dans une bulle de filtre où on ne voit et où on est exposé qu'à ce qui nous fait plaisir, qu'à des nouvelles qui vont dans le sens de nos idées préconçues. Eh bien, je crois que c'est la responsabilité de chacun, là aussi, d'essayer de sortir de cette bulle de filtre, de croiser les sources, de pas toujours s'informer aux mêmes sources, le pluralisme des médias, ça sert aussi à ça en démocratie, de voir des points de vue différents, mais surtout de comprendre comment fonctionne la désinformation, la pensée du complot, et de s'en méfier, et encore une fois de se méfier de ce vers quoi on penche naturellement. Voilà, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Rudi Reichstadt, je vous remercie infiniment. Je rappelle qu'on peut vous voir aussi sur France Info, puisque c'est la 5e saison de Complorama, je crois, qui a débuté avec votre acolyte Tristan Mendes France, c'est cela? Absolument, et maintenant c'est filmé. Donc, oui, voilà, c'est ce que j'ai vu. On est à la fois en podcast et puis sur la chaîne YouTube de France Info. Écoutez, c'est génial, on vous y retrouvera et on vous écoutera avec attention. Je rappelle que vous êtes bien le créateur de Conspiracy Watch, que l'on peut retrouver, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et depuis le début de l'année, un livre, Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours chez Robert Laffont, puisqu'il est sous, entre autres, votre direction, donc on va aussi courir se l'acheter. Je vous remercie infiniment et à très bientôt, Rudi. À bientôt, merci. Au revoir.